Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle masterclass organisée par BPI France Université. Donc je suis avec Sarah Lenoir qui est avocate spécialisée dans l'innovation et qui s'est intéressée à l'IA. Vous entendez pas? Alors si vous n'entendez pas, il faut mettre des écouteurs pour nous entendre. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou alors à la fin de la masterclass, vous aurez un temps de questions. Rapidement, BPI France Université, donc on accompagne les dirigeants par le biais de la formation en présentiel et en digital. Vous avez notamment la plateforme bpifranceuniversité.fr sur lequel vous avez plein de formations. Voilà. Je laisse la main à Sarah qui va parler donc l'IA, protection des données et réglementation. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Donc l'objectif, alors je ne sais Il faut mettre des écouteurs si vous... Donc on s'équipe de ces écouteurs. J'essaye de parler peut-être un petit peu plus fort, mais je pense que ça ne changera pas grand-chose. Donc l'objectif ensemble là, sur les 3 quarts d'heure que nous avons, c'est d'échanger sur l'intelligence artificielle, la réglementation associée et notamment la réglementation sur les données à caractère personnel. L'objectif, c'est de se donner des clés ensemble de compréhension de la réglementation et de croiser ensemble finalement la réglementation de l'IA Act qui a été adoptée le 1er août et la réglementation RGPD, Règlement général pour la protection des données, et voir l'ensemble des obligations associées quand on va développer ou quand on va déployer un système d'intelligence artificielle qui va utiliser de la donnée à caractère personnel. Et la question fondamentale, c'est finalement comment la conformité RGPD et la conformité IA vont nous permettre de déployer des outils, des solutions qui sont respectueuses des droits des personnes. Juste pour faire un petit peu un overloop, l'IA, on en entend tous énormément parler. On est passé finalement d'un IA un petit peu de niche, très technologique il y a quelques années, à un IA grand public avec une multiplicité d'offres, d'outils, de produits impliquant de l'intelligence artificielle, et notamment avec le développement et la démocratisation des intelligences artificielles génératives et de l'IA, on en a partout. On en a dans son smartphone, on en a dans des outils de type Microsoft, on en a dans le secteur marketing, on en a dans le RH, on en a dans les métiers. Donc on a un déploiement massif d'outils d'intelligence artificielle dans des solutions technologiques. Et chaque organisation, secteur public comme secteur privé, essaye de tirer parti de tous ces outils d'intelligence artificielle pour répondre à des enjeux de productivité, de rentabilité, en automatisant par exemple certains process par le biais de l'intelligence artificielle, mais aussi un enjeu d'attractivité des talents, puisque les jeunes générations vont très vite se mettre dans l'utilisation de ces outils-là, et donc ça fait partie des engagements sociétaux finalement, d'évolution de la société sur l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle. Quelques chiffres importants qui montrent cet essor de l'intelligence artificielle dans les entreprises. En France, en 2023, on a entre 30 à 40% des entreprises qui utilisent de l'intelligence artificielle, contre près de 60% aux États-Unis. Donc on a un petit retard en France sur l'usage de l'IA. Et qui va quand même attendre petit à petit vers un déploiement vraiment massif dans l'ensemble des secteurs et l'ensemble des métiers de l'usage de l'intelligence artificielle. En termes de chiffres, on estime la valeur du marché de l'IA en 2023 à 241 milliards de dollars et une progression de plus du double à 511,3 milliards de dollars en 2027. Donc, des chiffres importants, des enjeux économiques importants, des enjeux sociétaux, et puis si on prend même un peu de recul, des enjeux géopolitiques, des enjeux de pouvoir entre des zones géographiques sur l'innovation et l'intelligence artificielle. Je vous invite à aller regarder le mapping qui a été fait par FirstMark, qui recense à peu près 2000 outils d'intelligence artificielle, machine learning, artificial intelligence and data, et d'aller regarder aussi finalement le mapping fait sur les autres années pour voir un peu l'essor entre 2023 et 2024 du nombre d'outils disponibles sur l'ensemble des métiers. Donc on voit bien, et le Hype Cycle de Gartner en 2023 l'a démontré, que l'IA était vraiment au sommet de la courbe de Gartner, voire même avec pour l'IA générative une tendance au déclin,
pas non en termes d'usage, mais plutôt en termes d'attente et en termes de non-réponse à certaines attentes. Il y a une étude qui est intéressante de Salesforce, réalisée par YouGov, qui montre que en France, 52% des utilisateurs de l'IA éprouvent des difficultés à en tirer des résultats probants. Et ils l'expliquent, ces utilisateurs, par une défaillance ou en tout cas un manque de confiance dans les données utilisées pour entraîner les systèmes d'IA, et notamment dans l'exactitude, l'exhaustivité et la sécurité des données qui pour eux sont des facteurs de confiance et qui aujourd'hui sont défaillants dans ces systèmes d'IA. Et l'enjeu ensemble, c'est de finalement regarder comment la réglementation va permettre de gagner en confiance et va permettre peut-être une réassurance, que ce soit des clients, que ce soit des salariés, quels que soient les usagers, dans l'utilisation de ces systèmes d'IA. Je vous propose pour ça d'illustrer le propos sur un cas pratique. J'ai pris un cas pratique dans le secteur RH parce que je me dis que c'est transverse à l'ensemble des secteurs, l'ensemble de l'économie. Et je vous propose qu'on se mette dans la peau d'un DRH qui a identifié un super outil sur le marché pour faire des entretiens individuels automatisés. Ces entretiens individuels automatisés sont fournis par un éditeur américain qui a entraîné son modèle à partir de plusieurs typologies de data, des bases de données qu'il a lui-même constituées, anonymisées, du foisonnement du web, du moissonnage du web, avec notamment foisonnement des réseaux sociaux professionnels ou des sites spécialisés. Il a aussi entraîné ces modèles à partir de données publiques, de données ouvertes, et il a entraîné ces modèles à partir de ses propres données de clients. La société qui intègre cet outil dans son service RH et pour les entretiens individuels va elle-même pouvoir alimenter l'outil de ses propres données, par exemple de son plan annuel de formation, de l'ensemble des données de ses salariés, nom, prénom, formation, compétences, salaire, objectifs, ambition de carrière, et va ouvrir cet outil à l'entretien individuel par un petit chatbot. Vous vous connectez, vous chattez avec le chatbot vous pose des questions comme si c'était un manager ou un RH qui posait les questions. Et à l'issue de cet entretien automatisé via chatbot et intelligence artificielle, vous avez un rapport qui vient vous définir vos nouveaux objectifs pour l'année et vous donner votre décision quant à votre augmentation ou quant à votre évolution. Les salariés reçoivent ce rapport, se concertent un petit peu et puis établissent une certaine tendance. Les femmes sont moins augmentées que les hommes de manière significative dans l'entreprise. Les demandes d'évolution sont plus souvent accordées aux hommes qu'aux femmes. Et sur les femmes qui ont cette demande d'évolution, celles qui ont cette demande d'évolution n'ont ni enfants ou ne sont pas mariées. Et la majorité des promotions sont attribuées à des personnes de couleur blanche. Ce cas-là, il est un peu tiré à l'extrême, mais l'outil existe et les risques associés à des outils comme ça existent également et ont été déjà connus d'autres systèmes d'intelligence artificielle. Donc, le premier objectif ensemble, c'est déjà de se poser une question, de savoir si cet outil-là répond bien à la définition de l'intelligence artificielle telle que la loi la pose. Je vous ai mis ici le texte du règlement UE sur l'IA Act qui définit un système d'intelligence artificielle comme un système automatisé conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie qui peut faire preuve d'une capacité d'adaptation, qui a des objectifs explicites ou implicites et qui travaille à partir de données d'entrée et qui génère de la donnée de sortie. Et ces données de sortie peuvent être des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions. Si on prend cette définition qui certes est un peu juridique et pas forcément très simple à lire, si on prend les mots-clés de cette définition, l'outil tel que je vous l'ai décrit, on a bien un système de données d'entrée, on a bien des algorithmes qui viennent traiter les données avec une certaine autonomie et on a bien en données de résultats des décisions ou en tout cas des recommandations selon comment on va utiliser l'outil en question. Donc on répond à l'exigence du RGPD dans sa définition et finalement l'ensemble de l'IA Act va être adapté et va être applicable à notre cas d'usage. Quels sont maintenant les risques associés à l'utilisation de ce type d'outils ? Vous l'avez vu dans l'exemple, le premier risque qu'on identifie, c'est un risque de discrimination. Discrimination femme, discrimination couleur, discrimination situation familiale.
Le deuxième risque, c'est une reproduction des biais de la société, et des biais qui sont malheureusement irrigués de l'ensemble des datas et des jeux de données qui ont constitué le jeu de données d'entraînement. Un risque numéro 3, qui est un risque de conformité en tant que tel. Je vous ai dit que notre éditeur US, il a foisonné le web pour pouvoir traiter de la donnée à caractère personnel. Le foisonnement du web n'est pas quelque chose d'autorisé en tant que tel, avec en tout cas beaucoup de restrictions. Et nous-mêmes, lorsqu'on utilise cet outil-là, intégrer de la donnée à caractère personnel dans l'outil, ça nécessite de mettre en place certains éléments d'information à minima au sein de l'entreprise, et on va voir lesquels. Donc la conformité data est importante pour utiliser cet outil. Un quatrième risque, qui est le risque de confidentialité, et qui est applicable à beaucoup d'outils d'intelligence artificielle et notamment générative, c'est qu'on va intégrer dans l'outil des données qui peuvent être des données confidentielles. Si on met par exemple un plan stratégique d'entreprise dans ce type d'outil et que l'outil réutilise ensuite cette base de données ou l'ensemble de ces informations-là à titre d'entraînement de ses propres algorithmes, vous avez un risque en termes de confidentialité de vos datas. Et le cinquième risque, qui est un risque plutôt psychosocial, mais qui est un risque de défiance de l'utilisateur, un risque de méfiance dans l'outil, mais aussi finalement dans les dirigeants ou dans les directions de ressources humaines qui décident d'implémenter ce type d'outil en entreprise. Donc, vous voyez que le panel de risques que l'on voit, il n'est pas que juridique, et il est important justement sur ces aspects d'intelligence artificielle de voir les choses de manière assez systémique. L'objectif ensemble, là, c'est de voir comment le RGPD et l'IA Act va tenter de répondre par des obligations, par de la documentation, par un certain nombre d'actions à prendre à ces risques-là pour, sinon les annuler, au moins les minimiser. Quand vous avez un outil d'intelligence artificielle, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est sur un millefeuille législatif qu'il faut maîtriser. Le premier cercle législatif important à prendre en compte, ça va être les lois qui vont être les lois sectorielles, les lois applicables à votre secteur économique. Par exemple, en matière de santé, on va avoir les règlements sur les dispositifs médicaux et sur les dispositifs médicaux qui vont imposer certaines obligations quand le dispositif médical intègre de l'intelligence artificielle. On va avoir les lois bioéthiques qui vont aussi obliger à une certaine information dans l'usage de l'intelligence artificielle. Si vous êtes dans le secteur financier et dans le secteur assurantiel, vous avez l'ensemble de la réglementation DORA sur la résilience opérationnelle qui vient aussi ajouter une couche d'obligations aux obligations associées purement à la technologie d'intelligence artificielle. Si vous êtes avec des consommateurs, que vous proposez des outils en B2C, là aussi vous avez la couche droit de la consommation qui va venir s'impliquer à votre outil. Autre package documentaire légal important, c'est l'ensemble de la réglementation associée aux données à caractère personnel. On va voir, nous, précisément, le règlement général pour la protection des données, mais vous avez aussi tout le package lié à la cybersécurité. On pense à NIS 2, la directive qui encadre les mesures de cybersécurité minimales à appliquer pour maintenant un grand nombre de secteurs économiques. Et l'ensemble des réglementations et recommandations qui sont formulées tant par l'ANSSI, qui a d'ailleurs sorti dernièrement un guide sur le développement des intelligences artificielles et la sécurité associée, que par la CNIL, qui elle aussi a sorti des fiches pratiques très intéressantes sur IA et données à caractère personnel. Donc la couche données personnelles va être une couche importante à prendre en compte quand on va déployer ou développer un système d'intelligence artificielle. Et la troisième couche, c'est la couche de l'IA Act. C'est un règlement européen d'application directe dans les États qui vient harmoniser l'ensemble des règles associées à l'intelligence artificielle. Et il est important de noter que tant le RGPD que l'IA Act ont une portée extraterritoriale. C'est-à-dire que ce n'est pas applicable qu'aux entreprises qui sont au sein de l'Union européenne, où on vous impose énormément de contraintes légales. Tout acteur économique, y compris hors Union européenne, qui souhaite mettre sur le marché un outil
sur le marché européen un outil intégrant de l'intelligence artificielle se doit de respecter le package documentaire RGPD et le package documentaire IA Act. C'est important, hein. C'est aussi pour ça qu'on a un retard dans la fourniture de certains outils d'Apple, par exemple, qui doit mettre au niveau de conformité à l'IA Act l'ensemble de ces outils. Donc cet IA Act vient organiser la réglementation comme base commune au sein de l'Union européenne pour tout produit qui va intéresser l'Union européenne et le marché de l'Union européenne. 2 autres textes importants sur l'IA qui sont en cours de révision et rédaction. C'est là une révision d'une directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, qui va venir organiser le partage de responsabilité entre un utilisateur de produits, un fournisseur de produits qui va intégrer par exemple de l'intelligence artificielle. Et une proposition de directive en cours sur la responsabilité civile extra-contractuelle en matière d'IA. Ces 2 textes ne sont pas encore en vigueur, donc je vous les donne plus parce que ça nécessitera donc un suivi, une veille sur ces sujets-là. Et on va s'intéresser, nous, principalement au RGPD et à l'IA Act. L'IA Act, il a une construction assez particulière puisqu'il va créer dans son texte une pyramide des risques. Et il va venir définir ce qu'on considère des risques inacceptables et qui donc engendrent des IA interdites. Et il va graduer l'ensemble de ces risques jusqu'à des risques minimaux, voire nuls, avec des IA autorisées sans obligation particulière. Ces risques inacceptables sont ceux qui sont considérés comme portant une menace évidente pour les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux sont ceux qui sont décrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qui sont notamment le droit à la dignité humaine, le droit à la propriété intellectuelle, le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc on a un certain nombre de droits fondamentaux qui sont définis dans cette charte et à partir du moment où un système d'intelligence artificielle vient mettre en péril ces droits fondamentaux, alors l'IA est purement et simplement interdite en développement, mais aussi donc en déploiement. Le texte vient donner des exemples concrets sur des IA interdites. Par exemple, il est interdit de déployer des techniques subliminales, manipulatrices ou trompeuses pour foncer le comportement et entraver la prise de décision éclairée. C'est aussi interdit de faire de la notation sociale. On n'a pas le droit d'utiliser de la data pour noter les comportements sociaux des personnes, et notamment dans la société, à la différence de la notation sociale dans le système chinois, qui permet par exemple d'accéder à des crédits. Là, en France et en Europe, cette notation sociale est interdite. Il est aussi interdit d'exploiter des vulnérabilités liées à l'âge, au handicap, à la situation socio-économique pour fausser un comportement ou causer des dommages. Donc on va avoir toute une liste posée par l'IA Act d'IA interdites et bien sûr les commissions européennes, les autorités IA nationales et européennes viendront augmenter cette liste d'exemples de cas qu'elles considéreront en jurisprudence, en décision administrative, comme des cas relevant de cette catégorie d'IA interdite. Deuxième IA, et qui est finalement le cœur de l'IA Act, c'est les IA dites à haut risque. Les IA à haut risque, elles sont autorisées, mais il est nécessaire, quand on souhaite les développer ou les déployer, de respecter un certain nombre d'obligations, parce qu'on considère que ces IA présentent un risque élevé pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques. Là aussi, on a toute une annexe qui vient donner des exemples, l'annexe 3 du règlement, qui vient donner des exemples de ces IA à haut risque. Par exemple, les IA qui vont toucher des infrastructures critiques, telles que la gestion des infrastructures électriques ou gaz, mais c'est aussi des IA dans le domaine de l'éducation, les IA qui font par exemple du tri dans l'affectation ou la détermination d'établissements d'enseignement supérieur. On en connaît une très bien, je pense, tous. Et donc, cette IA-là nécessite de respecter un certain nombre d'obligations. Les IA dans le secteur RH, et donc notre IA de notre use case, font partie de ces IA à haut risque parce qu'elles engendrent des risques
pour les droits et libertés des personnes, et potentiellement, elles vont même venir priver d'un droit, par exemple le droit à l'évolution, par exemple le droit à une augmentation de salaire. Elles viennent priver d'un droit à une personne physique, et donc on va considérer qu'elles sont dans cette catégorie d'IA à haut risque. Troisième catégorie, les IA dites à risque limité. Là, ces IA-là, elles sont autorisées avec une obligation particulière en termes d'information du public. C'est notamment les deepfakes. Les deepfakes, on a une obligation maintenant d'insérer une mention comme quoi il s'agit d'un deepfake réalisé à partir d'une IA. Donc on va avoir une mention d'information du public pour éviter la généralisation de fausses informations, par exemple. Et quatrième catégorie, les IA dites à risque minimal ou nul, qui elles sont autorisées sans obligation particulière, qui sont notamment des IA qui sont présentes dans des jeux vidéo ou bien des filtres anti-spam ou les réponses automatiques à email. Tous ces IA-là, qui ne sont pas considérés comme portant atteinte aux droits et libertés des personnes, sont des IA autorisées. Sur les IA à risque limité et à risque minimal, les textes encouragent les secteurs et les instances à donner bien sûr des bonnes pratiques d'usage et de développement et à définir des codes de bonne conduite pour qu'il y ait quand même un vernis de bonnes pratiques communes qui soient définies soit par les autorités compétentes, soit par les secteurs. Je vous propose qu'on s'arrête un petit peu sur les obligations associées aux IA à haut risque, puisque dans notre cas, on était dans cette IA-là. Et le texte, il vient principalement définir deux grandes catégories d'obligations. Les obligations applicables aux fournisseurs du système d'intelligence artificielle, donc celui qui va proposer l'outil, l'IA, qui va commercialiser l'outil et qui va donc avoir une maîtrise tant des jeux de données d'entraînement que de son algorithme. Et derrière, il a donc une obligation de garantir la sécurité de cette intelligence artificielle. Il a l'obligation aussi d'avoir une certaine transparence vis-à-vis de ses clients sur justement les typologies de données d'entrée utilisées, les sources de ces données d'entrée, une explicabilité de l'algorithme pour que l'utilisateur puisse comprendre pourquoi le résultat de l'algorithme est celui qui a été donné. Une obligation de formaliser une documentation technique. Et là, l'annexe 4, cette fois-ci, du règlement propose une trame de documentation technique. Donc, il est intéressant de s'y reporter, ne serait-ce que pour avoir des bonnes pratiques, là aussi, de rédaction de cette documentation intelligence artificielle. Le fournisseur de système, il doit aussi garantir un certain contrôle humain sur cette IA, contrôle humain de l'usager, mais aussi contrôle humain dans la manière au fur et à mesure de contrôler le système et de pouvoir le modifier en fonction des retours utilisateurs ou des constats qui sont faits. Par exemple, si j'étais le fameux DRH que nous étions tout à l'heure, j'aurais signalé à l'éditeur l'ensemble des biais et des discriminations que mes salariés ont constatées. Ce qui pose peut-être un problème dans les bases de données d'entraînement initiales, peut-être dans l'algorithme ou peut-être dans les données que j'ai moi-même intégrées à la machine. Mais en tout cas, il faut identifier où est la zone qui engendre ces risques pour pouvoir la corriger. Donc on a une obligation aussi de mettre à jour et de veiller au fur et à mesure du temps à l'évolution de ce système, compte tenu de son caractère autonome, et le corriger au fur et à mesure. Ça, c'est pour les obligations du fournisseur d'IA, qui doit donc rédiger une documentation, tant une documentation personnelle, en tout cas pour sa société, de conformité de son système à la réglementation, qu'une documentation à destination des utilisateurs, de ses clients, qui vont être en droit et même en devoir de demander cette documentation. Deuxième catégorie d'obligations, ce sont les obligations associées aux déployeurs d'intelligence artificielle. Le déployeur, c'est le terme qui est utilisé par l'IA Act. Le déployeur, c'est la société qui compte déployer ce système auprès de ses clients ou auprès de ses salariés. Le déployeur, il est certes simple utilisateur, mais il n'est pas dépourvu pour autant d'obligations. Sa première obligation, c'est de garantir une utilisation conforme aux instructions fournies par le fournisseur du système d'intelligence artificielle. Donc, il se doit d'aller bien lire les mises en garde, d'aller bien lire
code de fonctionnement, les règles de bon fonctionnement du système d'intelligence artificielle et s'assurer qu'il l'utilise de la bonne manière. Sinon, c'est des jeux de responsabilité qui vont s'appliquer. Si tu l'as mal utilisé et que le résultat n'est pas bon, alors ce n'est pas le fournisseur qui est responsable, mais le déployeur. Alors que si le déployeur prouve qu'il a utilisé correctement le système d'intelligence artificielle, la responsabilité en cas de défaillance peut être reportée sur le fournisseur. Donc l'implication de ces obligations, elle n'est pas neutre aussi en termes de responsabilité. Importance aussi pour ce déployeur, c'est d'assurer un contrôle humain adéquat. Dans notre exemple tout à l'heure, peut-être qu'avant de fournir les rapports aux salariés de l'intelligence artificielle, peut-être qu'il aurait fallu que les RH et les managers repassent sur ces rapports, les analysent. Et donc l'IA ne vient pas remplacer l'ensemble du système de la chaîne de valeur humaine, mais au contraire être là juste comme une aide, un appui. Et donc où mettre l'humain au bon endroit pour garder le contrôle, garder la maîtrise de l'outil et surtout de ses résultats et éviter du coup ou en tout cas maîtriser les résultats de sortie de cette IA. Donc assurer le contrôle humain adéquat, c'est une obligation qui incombe vraiment aux déployeurs, ce qui nécessite donc en amont qu'il ait bien compris le système qu'il souhaite mettre en place et l'ensemble de ses implications et des risques associés. Autre obligation, s'assurer de la qualité et la pertinence des données d'entrée. Donc c'est à lui aussi, peut-être en partenariat avec le fournisseur, de bien définir quel jeu de données d'entrée il souhaite. Il est important que la machine se nourrisse et donc de la qualité de ces données d'entrée-là. Et enfin, surveiller le système et informer le fournisseur en cas de risque d'incident grave. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bien informer en cas de constat en termes de biais ou d'erreurs manifestes. Voilà un peu pour les grandes obligations qui sont posées par cet IA Act. Moi, à la lecture de ces obligations, on peut se dire que c'est un peu lourd, mais on peut se dire aussi que c'est finalement du bon sens. De l'analyse de risque, quand on déploie un outil de ce type-là, finalement, c'est presque naturel que de faire ces analyses de risque, tant quand on est fournisseur que quand on est déployeur. Donc, il est aussi important d'encadrer et de mettre en place ce système d'analyse de risque et de respect des obligations dans un système plus grand, plus complet de l'analyse de risque des technologies de manière plus globale. On va se pencher maintenant sur les interactions entre l'IA et RGPD, puisque dans notre exemple ensemble, on avait des jeux de données à caractère personnel qui étaient traités par le système d'intelligence artificielle. Donc, l'ensemble des principes et des règles posées par le Règlement général pour la protection des données vont s'appliquer à notre système d'intelligence artificielle. Je vous ai cartographié un peu les grands principes qui sont posés par le RGPD ici. Et il y en a certains qui vont intuitivement plus être en heurt avec la mécanique même de l'intelligence artificielle. Je pense au principe dit de minimisation des données. Principe de minimisation, je ne dois traiter que les données à caractère personnel qui sont strictement nécessaires aux finalités pour lesquelles je déploie mon système d'intelligence artificielle. Donc, tant en jeu de données d'entrée qu'en jeu de données d'entraînement, le modèle doit respecter ce principe de minimisation. Donc, quand dans mes jeux de données d'entrée, je décide de mettre toutes mes données RH jusqu'à une photographie, par exemple, il faut se demander pourquoi. Est-ce que vraiment ma photographie ici a un impact dans la décision que va prendre l'IA? Peut-être pas, puisqu'on a fait de la discrimination couleur de peau. Et donc peut-être que c'est la photographie qui nous a engendré cette discrimination couleur de peau. Donc ce principe de minimisation, il est vraiment à regarder de manière très précise et toujours se demander, au regard de la finalité de mon outil d'intelligence artificielle, de quel type de données à caractère personnel j'ai besoin pour servir cette finalité. Et ces éléments doivent être bien sûr justifiés, documentés dans les choix et les non-choix qui sont faits. Un principe qui va aussi irriguer notre exemple, c'est le principe dit de la licéité du traitement. La licéité du traitement, c'est s'assurer que j'ai bien le droit de le faire, que j'ai une base légale pour le faire. En matière RH, la base légale pour
mettre à disposition des outils au sein de son entreprise, c'est souvent l'intérêt légitime de la société de mettre à disposition des outils qui permettent de gérer des éléments de formation professionnelle, de suivi des salariés, etc. Le sujet ici qu'on va avoir, c'est que notre outil d'intelligence artificielle va entraîner une sorte de décision automatisée. Et la décision automatisée, elle est elle aussi réglementée par le RGPD. Et le RGPD prévoit qu'on a le droit de faire l'objet d'une décision entièrement automatisée ou de mettre un outil qui crée une décision entièrement automatisée. Mais il faut respecter un certain nombre d'obligations. Il faut que la personne ait donné son consentement explicite. Donc si je mets à disposition cet outil-là, il faut qu'il y ait un consentement explicite, ou bien il faut que la décision soit nécessaire à un contrat conclu avec un organisme, ou bien qu'elle soit automatisée et autorisée par la loi. Donc là, dans notre cas RH, on est plutôt sur une nécessité d'avoir le consentement explicite du salarié. Et ce salarié doit être donc spécifiquement aussi informé de l'existence de cette décision automatisée. Il doit pouvoir demander de connaître la logique et les critères employés pour prendre cette décision. D'où la nécessité en amont de nous aussi bien connaître le système fourni par le fournisseur de l'outil RH. Il doit aussi pouvoir contester cette décision, exprimer son point de vue et demander l'intervention d'un humain pour que cette décision soit réexaminée. Donc quand on prend finalement le cadre juridique de la décision automatisée tel que le pose le RGPD et les obligations telles que posées dans l'IA Act en termes d'information et de sécurisation de tout déploiement de systèmes d'intelligence artificielle, les choses sont raccords, sont bien faites. Donc c'est vraiment important d'identifier dans le déploiement de ces systèmes d'intelligence artificielle ces deux réglementations et de peser bien sûr l'ensemble des obligations qui sont associées et les mettre en œuvre au sein du système. Peut-être que vous vous dites c'est lourd, c'est très lourd. Beaucoup d'obligations qui sont posées par les textes et qui sont obligatoires alors qui sont déjà obligatoires pour le RGPD, texte entré en vigueur en 2016 et approuvé en 2016 et entré en vigueur en 2018, déployé en 2018. L'IA Act entré en vigueur en 1er août 2024 et qui va avoir un déploiement progressif sur l'ensemble de ces obligations et qui va donner jusqu'à 12 à 36 mois pour se mettre en conformité sur les IA à haut risque. Donc on a un peu de temps pour mettre en place des outils, des bonnes pratiques, les commissions européennes, les autorités nationales qui vont être en charge de l'intelligence artificielle et celles qui sont déjà en charge, je vous parlais de l'ANSSI tout à l'heure, de la CNIL, vont créer des packages documentaires pour aider les entreprises à prendre en main ce sujet de conformité IA. Et ce qui est important aussi de retenir à mon sens, c'est que cette conformité IA, elle paraît lourde, mais elle me semble assez nécessaire pour développer des IA de confiance, des IA respectueuses des droits et obligations des personnes physiques, et que cette conformité-là, et l'argumentaire et la documentation associée, la transparence associée à ces éléments, participeront de ce cadre de confiance. Autre point important, c'est un principe de responsabilité et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs dans la chaîne de valeur, que ce soit sur du RGPD ou que ce soit sur de l'IA Act. Donc, c'est vraiment important de maîtriser ces éléments de conformité, de les faire siens, de déployer et de développer ses propres outils, son propre package documentaire et de conserver l'ensemble de cette documentation à des fins de démontrer sa conformité au texte réglementaire. Et pour moi, l'IA et le RGPD, et dans la philosophie de ces textes, c'est très bien rappelé. Quand on parle du privacy by design en RGPD, on peut aussi partir du principe qu'on peut faire de la conformité IA by design. Plus on prend tôt en amont d'un projet de déploiement d'un outil d'intelligence artificielle ou bien du développement d'un outil d'intelligence artificielle, plus on prend tôt ces sujets de conformité,
moins ils sont lourds derrière à réaliser, parce qu'on aura développé au fur et à mesure du développement, au fur et à mesure de la réflexion, ces éléments de conformité. Et pour prendre certains clients qui ont déjà leurs outils et qui souhaitent les mettre sur le marché et qui mettent un bon IA conforme, qui ne veut aujourd'hui, à mon sens, pas dire grand-chose. Quand on regarde dans les détails de l'IA Act, si vraiment c'est IA conforme, on se rend compte aujourd'hui que très peu, voire pas d'outils peuvent prétendre à cette conformité IA, et que de toute manière, ça sera un travail d'appropriation au fur et à mesure de l'ensemble de l'écosystème IA et de définition au niveau sectoriel des bonnes règles, et donc d'un travail et d'une démarche collective, d'une démarche systémique, avec une analyse vraiment opportunité, risque, conformité qui doit se faire et se déployer au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions à la suite de la présentation de Sarah? Si oui, n'hésitez pas à lever la main pour que je vous donne le micro pour qu'on puisse vous entendre. Dans le chat aussi, n'hésitez pas. Oui, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Ma question pour vous, je suis data scientist, je travaille sur des sujets par rapport à l'IA générative et je trouve que l'IA Act, l'ayant regardé quelques fois, c'est un très bon document pour les gens du droit. Pour les gens qui travaillent dans l'IA, c'est très compliqué pour nous de comprendre cette directive. Comment on peut aujourd'hui traduire? Est-ce qu'il y a des manières ou qu'est-ce que vous préconisez pour passer de l'aspect directif à l'aspect technique? De travailler vraiment en symbiose avec du métier. Et j'imagine qu'en tant que data scientist, quand vous travaillez sur un outil, vous le travaillez aux besoins d'un client, aux besoins d'un métier, qu'il soit interne ou externe. Donc travailler avec le métier pour bien comprendre le use case et le besoin de départ, et pas travailler in abstracto. Et travailler avec le juridique, qui soit externe ou interne au sein des entreprises, qui nécessitent une appropriation du texte, mais qui, in fine, vont se retrouver dans des obligations classiques pour justement que le texte tel qu'il est aujourd'hui, posé avec des termes juridiques, mais quand vous dites qu'il n'est pas pratique, il a quand même... alors déjà, on a des annexes avec, par exemple, moi je pense à la documentation technique. C'est la première fois qu'on a un texte juridique qui vient nous pondre une trame de documentation technique. Il y a une annexe 1 qui vient aussi définir ce qu'on entend par les grands modèles de langage. Donc il a tenté de se mettre dans des termes techniques. Après, l'objectif du droit, c'est de traverser le temps dans la technologie. Donc plus on aura un texte de droit qui sera centré et de manière très précise sur la technologie, plus il sera vite obsolète. Donc pour traverser un peu ce temps, il serait qu'il est nécessaire de tomber sur des mots compréhensifs par des juristes et de travailler pour moi en symbiose, en systémie avec l'ensemble des corps de métier qui travailleront sur ces sujets. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Moi, j'ai une question. On lie généralement l'IA avec l'innovation. Est-ce que justement toutes ces réglementations-là ne vont pas freiner l'innovation? Ouais. C'est vrai que c'est ce qu'on peut lire, c'est ce qu'on entend aussi parfois beaucoup de créatifs en Europe, de sociétés, de start-up qui se disent mais ces obligations-là, ça va coûter très cher en conformité, alors que nous, ce qui compte, c'est le produit et c'est sa mise sur le marché. A contrario, quand vous êtes aux États-Unis ou en Chine, vous n'avez pas ce package réglementaire-là, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ce qu'on avait dit aussi d'ailleurs du RGPD. Rappelez-vous, au moment du RGPD, c'est exactement le même discours que tout le monde a tenu. In fine, le RGPD a fait des petits, que ce soit en Californie, en Chine, en Australie et partout dans le monde. On a des RGPD locaux qui ont vu le jour. Et ça n'a pas freiné non plus le développement d'outils au sein de l'Union européenne ou le développement des outils extra-européennes et leurs propositions de valeur au sein de l'Union européenne. Donc pour moi, de la même manière sur l'IA Act, on vient développer un texte qui vient promouvoir la confiance des utilisateurs, qui vient définir des grands principes et des valeurs supra auxquelles la technologie ne doit pas se soustraire et finalement le commerce et l'innovation ne doivent pas se soustraire. Et le texte, il a toujours, tant dans ses premières lignes, dans ses premières considérations, que dans la mise en place aussi de bacs à sable de données,
un objectif de concilier innovation et IA. Voilà, je pense, moi, que ça ne freine pas et que ça crée au contraire une proposition de valeur propre à l'Europe aujourd'hui, mais qui demain irriguera certainement l'ensemble du monde. Merci. Oui. Bonjour, merci pour la présentation très claire. Moi, j'avais une question pareille par rapport au RGPD, où on voit que la CNIL donne des décisions pour dire qui est conforme ou pas. Est-ce que pour l'IA Act, quelle instance va avoir ce rôle-là au niveau français ou européen ? Au niveau français, on n'a pas encore d'instance de décider. La CNIL se positionne pour être aussi garante de la conformité IA, donc avec une vue plus large que la simple conformité IA et données personnelles, pour être vraiment garante aussi de l'IA Act. L'ANSSI va toujours travailler aussi sur tous les aspects sécurité associés à ces outils d'intelligence artificielle. Mais en France, aujourd'hui, on n'a pas encore d'autorité de définir. Au niveau européen, on a un comité IA qui vient définir petit à petit des bonnes pratiques, poser des recommandations qui ensuite seront déclinées opérationnellement dans les différentes autorités nationales. Et cette autorité, elle fera la même chose que la CNIL. Alors la CNIL a déjà commencé, je vous invite vraiment à aller sur leur site. Ils ont 7 fiches pratiques IA et RGPD. Alors c'est assez centré RGPD, mais elles sont vraiment très bien faites, très intéressantes, avec des liens entre les deux textes qui sont intéressants et qui sont très pratiques d'utilisation, pas théoriques. On a une question dans le chat. N'y a-t-il pas un chevauchement entre l'IA Act et le RGPD en ce qui concerne le traitement des données qui risque de créer un double fardeau ? Il n'y a pas de chevauchement parce que les textes sont clairs en disant à partir du moment où l'IA Act traite de la donnée à caractère personnel, le RGPD s'applique. Donc vous n'avez pas un chevauchement, vous avez deux textes qui viennent se juxtaposer et s'appliquer ensemble. Ce qu'il faut, c'est par contre les manipuler de manière intelligente, et les considérants de l'IA Act autorisent, quand vous faites une analyse d'impact ou une analyse de risque, qu'elle soit technique, qu'elle soit sécurité, qu'elle soit conformité, vous pouvez ajouter la conformité IA sur cette analyse de risque. Donc le package documentaire donné dans l'IA Act n'est pas un package documentaire autonome par rapport à ce qui est fait classiquement quand on développe ou quand on souhaite un peu tester un système. Et c'est finalement plutôt un nouveau volet qui vient s'adjoindre. Mais pour moi, ça ne se vient pas en chevauchement, et encore moins en tout cas, il faut tenter, et pas en heurt entre les deux textes. Merci Sarah, merci à tous d'avoir participé à cette masterclass. Ah, il y a une dernière question, merci. Ah oui, mais on y a fait déjà. Merci. Merci à tous, et vous pourrez voir le replay de toute façon de cette masterclass là sur le site de Big. Merci. Merci à tous.